Ça devrait. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de nous accueillir cette première étape de l'année. C'est aussi un séminaire de recherche. Bonjour tout le monde, si vous êtes sur Zoom, normalement vous devriez être capable de m'entendre et de me voir. Donc aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Louis Debremont. Louis est neuropsychologue. Il a fait sa formation en psychologie à l'Université de Montréal. Et puis, il a fait un postdoctorat à l'Université McGill en psychiatrie. Maintenant, il est professeur agrégé à l'Université de Montréal. Il travaille au centre Sacré-Cœur. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous le connaissez déjà. Il a une expertise au niveau des traumas crâniens, l'impact des prédispositions génétiques sur les traumas crâniens, l'interaction entre vieillissement et traumas crâniens. Il a été très actif avec nous au centre d'imagerie depuis de nombreuses années. Et en fait, donc l'UNF a un petit côté, on aime bien les défis. Et en fait, je commence un peu voilà. Je me demande de faire des choses un peu atypiques, qui allaient à des moments plus de la journée, avec des protocoles un peu avancés. On fait de la spectroscopie par résonance magnétique adaptive, qui est quelque chose qui rarement. Il y a des athlètes juste après qu'ils aient fait des matchs. Donc, on travaille sur des contraintes de temps assez. Et ça nous stimule. Je pense que tout le monde de l'équipe de l'UNF aime beaucoup ces projets-là. Donc, c'est un grand plaisir de pouvoir l'avoir aujourd'hui et qui nous parle un petit peu de travaux de recherche. Merci beaucoup, Pierre. Est-ce que vous m'entendez bien, ceux qui êtes à la maison? Je vais vérifier. Parfait. Donc, ça fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci de votre invitation. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pathophysiologie de la commotion cérébrale. Je vais faire un aveu d'emblée. Moi, la littérature que je continue de lire le plus, c'est celle sur le vieillissement. J'ai travaillé avec Jules Poirier en vieillissement à McGill. J'ai toujours voulu faire la commotion cérébrale comme facteur de risque dans le développement des maladies neurodégénératives. Donc, en soi, je continue aujourd'hui ma passion. Et effectivement, l'angle de la neuroimagerie a été très, très utile pour moi, fructueuse au cours des dernières années. Donc, pour vous montrer un peu c'est quoi une commotion cérébrale, je prends une vidéo ici de quelqu'un que plusieurs d'entre vous connaissez. Tout le monde connaît Samuel Gay, probablement dans mon laboratoire. Il m'a donné la permission d'utiliser. Samuel, c'est un grand skateboarder, excepté cette fois-ci, vous allez voir. Vous avez entendu, Samuel, c'est quand même. Euh, en soi, on va arrêter, là, c'est quand même gore. Ce que je veux vous faire voir ici, là-dessus, c'est que malgré l'impact, le coût, le son que vous avez entendu, Samuel, il n'y a pas eu de commotion cérébrale selon lui. Comme quoi, et il y a d'autres athlètes que je vais voir qui vont simplement perdre pied en patinant, ils vont se cogner un peu contre la bande qui est tout coussinée et qui vont avoir une commotion cérébrale. Ce que j'essaie d'exemplifier ici, c'est qu'il y a une très, très grande hétérogénéité donc à la vulnérabilité aux commotions cérébrales, qui rend la chose très, très intéressante au plan même génétique. Est-ce que les fans de hockey ici, j'en parlerai pas longtemps, juste rapidement, les fans de hockey? Aucun? OK, parfait. Il y a une famille connue, juste au plan génétique, qui s'appelle la famille Lindros, qui a fait les manchettes au Québec il y a plusieurs années. La famille Lindros, c'était des gars à peu près avec Mike Carver, donc 245 livres, 6 pieds 3 par contre. Donc, qui était plus fort que tout le monde dans la nationale de hockey, qui frappait très, très fort, puis que les autres joueurs étaient propulsés à l'extérieur de la glace lors du match, et que c'était eux, dans la bagarre des forces appliquées à la tête, c'était clairement eux qui gagnaient cette bagarre-là, mais c'était quand même eux qui subissaient les commotions cérébrales. OK? À un point où le frère de Eric Lindros, qui a eu plusieurs commotions cérébrales, c'était Brett, qui seulement joué 3 mois dans la Ligue nationale et il a dû arrêter pour cause de commotion cérébrale. Eric Lindros a probablement eu 15 commotions cérébrales dans sa carrière, même si c'est le plus gros joueur qui n'a jamais été répertorié dans la Ligue nationale de hockey. Très rapidement, je veux faire une mise à niveau en 1 minute sur les traumas crâniens. Mais c'est quoi un trauma crânien? C'est une atteinte du cerveau ou lorsque c'est plus sévère, lors des accidents de voiture, une atteinte qui peut être également bulbaire, caractérisée par une destruction ou une dysfonction du tissu cérébral. Dans le cas des commotions cérébrales, comme je l'étudie, c'est vraiment du dommage qui est à la superficie du cerveau, donc au niveau du cortex cérébral.
qui est vraiment due à l'accélération brusque du cerveau dans la boîte crânienne. Donc, la boîte crânienne, elle flotte dans l'air, comme vous le savez, donc peu de résistance, alors que le cerveau, lui, il baigne dans le liquide. Ce que ça crée, c'est qu'il va avoir une différence de vitesse entre la vitesse entre le mouvement du cerveau et de la boîte crânienne, de sorte qu'il va aller se heurter contre la boîte crânienne. Et également, on peut voir que lorsque des coups qui sont appliqués en angle, ben, ça va causer plus de dommages, parce que le cerveau va se déplacer avec une force rotationnelle qui est beaucoup plus dommageable pour le cerveau. Chose qu'il faut savoir un peu également, c'est qu'en plus de cette force biomécanique-là, qui est appliquée cause du dommage, quand même léger. Par contre, dans le traumatisme crânien léger, commotion cérébrale du sport, parce que c'est des blessures à base de la vélocité. Celle qu'on va retrouver à peu près tout le temps, par contre, c'est la blessure par le mécanisme secondaire, qui est un mécanisme chimique dans le cerveau. C'est là l'intérêt de la spectroscopie par résonance magnétique, où on va regarder plutôt une cascade neurométabolique qui est caractérisée par une augmentation soudaine et très abrupte du glutamate. L'augmentation du glutamate dans le cerveau, c'est très, très, très important. Ça va causer, par exemple, dans l'épilepsie, des crises d'épilepsie. Certains de nos joueurs, à peu près 5 à 10 des joueurs, lorsqu'ils ont une commotion cérébrale, vont convulser sur le terrain. C'est à cause de cette augmentation du glutamate qui est provoquée. L'augmentation du glutamate, chose qu'il faut savoir également, c'est que c'est la réponse apoptotique du cerveau. Donc, le cerveau, les neurones, lorsqu'il y a une trop grande augmentation de glutamate, vont se mettre dans un mode de mort programmée qu'on veut interrompre le plus rapidement possible. Donc voilà, pour un petit peu de base, c'est un petit peu ce qui se passe au plan ionique, ce que je viens de vous expliquer avec le pic de glutamate que vous voyez ici en bleu, très bas ici, qui est tout petit, qui ne dure vraiment pas longtemps, mais qui a des dommages qui impliquent des implications pour tout le reste de la vie de l'athlète lorsqu'on subit plusieurs commotions cérébrales. Donc, je vais passer ceci pour rentrer tout de suite dans ce qui m'a fasciné dans ma vie. Très rapidement, moi, je suis un athlète. J'ai été un athlète, je suis vraiment plus aujourd'hui, où j'ai remarqué qu'il y avait un effet paradoxal des commotions cérébrales. D'une part, c'est que les symptômes arrivent super vite. Donc, les effets des commotions cérébrales sont transitoires très rapidement. À l'intérieur d'une heure ou deux, les athlètes vont aller beaucoup mieux. Ils vont avoir repris leur esprit. Toutefois, lorsqu'ils sont plongés dans cette période d'une heure ou deux, ils sont vraiment, leurs symptômes neurologiques sont très importants. On parle en anglais, c'est des gross cognitive impairments. Donc, on va voir qu'ils sont très, très atteints au plan cognitif. Ils se rappellent de rien, je leur donne 5 mots, je leur demande comment les appeler. C'était quoi les 5 mots? Tu m'as donné? Ils vont me dire, tu m'as dit 5 mots, toi? Donc, aucune idée. Ils ne sont pas capables de compter les mois à l'envers, compter à rebours par bond de 3. Donc, des atteintes un peu comme on va voir chez nos patients Alzheimer's en neuropsy. Mais ça ne dure pas longtemps, heureusement. Donc, d'une part, ces atteintes-là sont transitoires. En neuropsy, à l'intérieur de 10-14 jours, ils vont aller beaucoup mieux. Ils vont être retournés à leur niveau de base parce qu'on fait souvent des baseline measures au plan pré-saison. Et les symptômes vont typiquement disparaître à l'intérieur de 10 jours, pour 85 d'entre eux. Toutefois, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est qu'on remarquait qu'il y avait les effets des commotions cérébrales étaient cumulatifs. Donc, si tu avais eu une commotion cérébrale, tu étais beaucoup plus vulnérable à en avoir une deuxième. Si tu en avais une deuxième, énormément plus vulnérable à en avoir une troisième, et cette relation-là est vraiment exponentielle. Donc, à quelque part, ça m'inquiétait. On replonge dans les années 2002 quand j'étais même pas au doctorat. Là, j'étais au bac, je réfléchissais à tout ça. Je me disais, ah, il y a quelque chose qui se passe, j'avais eu des commotions cérébrales. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qui va arriver avec moi plus tard? En plus, à la suite de ça, ce qu'on remarque, c'est lorsqu'on a une deuxième commotion cérébrale, les symptômes tendent à être plus sévères et durer plus longtemps. Donc, un athlète qui subit 10-11 commotions cérébrales, ça peut y prendre beaucoup, beaucoup de temps à se remettre de ces commotions cérébrales. Et l'autre chose qui nous a vraiment intrigués, c'est en 2005, un papier important, où on a augmenté une augmentation de l'ordre de 5 fois du risque d'avoir un MCI. Je suis dans un hôpital gériatrique, vous savez c'est quoi un MCI? OK. Donc, c'est la phase prodromale, disons, de la maladie d'Alzheimer dans 50% des cas. Chez les athlètes qui avaient subi plus de 3 commotions cérébrales, et c'était des athlètes professionnels, joueurs de football, et qui étaient rendus un peu plus tard dans leur vie, autour de la soixantaine. Donc, une augmentation quand même importante de 5 fois du risque de développer un type de neurose. Donc, basé là-dessus, on a proposé un rationnel d'investigation à double pouvoir, donc avec des jeunes et avec des personnes âgées qui avaient fait du sport des décennies plus tôt, pour essayer de suivre ce qui se passait dans leur vie. Mais le postulat de base, c'est de voir est-ce que les effets cumulatifs des commotions cérébrales reflèteraient
un rétablissement post-commationnel qui était incomplet. OK? Qu'est-ce qui se passe si on étudie la commotion cérébrale avec des marqueurs qui sont plus sensibles que des tests neuropsy et des symptômes? On peut faire ça, j'en ai été fait avant. Donc, je vais vous montrer un peu de données, celles de base sur lesquelles, ensuite, on a construit tout un programme de recherche en neuroimagerie depuis. Qu'est-ce qui va se passer si ces effets de rétablissement incomplet au cerveau sont combinés à ceux des effets de base? Hein? Lorsqu'on vieillit, on s'en rend compte, en tout cas, moi, je m'en rends compte. Au plan cognitif, il y a quand même des atteintes tranquillement qui s'installent, des atteintes ou une perte d'efficacité. Si on combine l'effet du vieillissement avec le fait d'avoir eu plusieurs commotions cérébrales dans une vie, quel va être l'impact considérant qu'il y a une augmentation par 5 fois du risque de la prévalence du MCI chez ces patients? Donc, une série de papiers qui ont été la première démonstration. Très rapidement, rapidement, ce que je vous montre ici, ça amène une belle base pour tout le monde. Ce que vous voyez ici, le tracé en noir, ce sont des gens qui contrôlent, donc des jeunes qui n'ont jamais eu de commotion cérébrale. Le voyant en rouge, c'est des gens qui ont eu une seule commotion cérébrale dans leur vie. On est 2 ans post-commotion. Et en vert, on voit des gens qui ont eu plusieurs commotions cérébrales dans leur vie. L'onde que vous voyez, c'est une onde qui est T300 tardive, qui est très liée à la mémoire, vous allez voir un peu plus tard, où il y a une suppression quand même importante de l'onde. Vous voyez, c'est des données non smootées. On voulait s'assurer d'être le plus représentatif possible. Chose qui est importante à dire ici, c'est que les tests neuropsy, dans ce contexte-là, malgré la physiologie que je vous montre, étaient totalement normaux chez les jeunes athlètes que je mesurais. Heureusement, les gars sont à l'école, ils continuent de jouer, sont 2 ans post-commotion, ils ont repris leur sport, repris leur école de façon normale. Maintenant, comme je l'ai dit, rationnel double cohorte, allons voir ce qui se passe 3 décennies plus tard, chez ces mêmes types d'athlètes. Donc, travail de moine, où j'ai fouillé pendant des centaines et des centaines d'heures des dossiers d'anciens athlètes pour faire la recension de cas ou de commotion cérébrale avérée médicalement, où on a pu ensuite retracer ces gens-là avec un équipement en bottin téléphonique. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne savez pas c'est quoi? C'est un paquet où on avait quelques numéros de téléphone qui étaient à peu près tous mauvais. On a quand même rappelé toutes ces personnes-là pour voir ce qu'ils faisaient dans la vie. Donc, ça amenait un très, très gros papier, super cité. Donc, je n'ai pas tout fait ça pour absolument rien. On a étudié des athlètes qui étaient sexagénaires, qui étaient asymptomatiques. Imaginez si on est à l'époque, on est devant des athlètes qui typiquement étaient à l'université, jouaient universitaire au football dans les années 60. Au Québec, dans les années 60, les gens qui allaient à l'université avaient un niveau socio-économique absolument incroyablement élevé. OK, donc, c'est des médecins, des avocats, des notaires, des dentistes, ma cohorte que j'ai pu retracer 30, 40 ans plus tard. Pour pouvoir faire partie de cette étude, évidemment, moi, comme je vous l'ai dit, je suis un passionné de vieillissement. Donc, je demandais des critères qui étaient inatteignables ou à peu près. Donc, je voulais que ces gens-là soient encore en excellente santé et qu'ils aient maintenu un niveau d'activité physique 3 fois par semaine, hockey, prendre aucun médicament et être dans la soixantaine. Donc, on savait qu'on n'aurait pas le sample incroyable, mais on a tout contrôlé, les variables qu'on pensait importantes pour l'étude ici des commotions cérébrales, en essayant d'exclure le plus possible des facteurs de vieillissement anormal. OK? Donc, parce qu'on a observé encore la même physiologie à la base, hein, on va essayer de démontrer ce qu'on trouvait. Ce que vous voyez, la ligne pleine ici, c'est les anciens athlètes qui n'avaient jamais subi de commotion cérébrale. Et ça, c'est la ligne pointillée, c'est les anciens athlètes qui avaient subi des commotions cérébrales 40 ans plus tôt. Donc, on voit le même genre d'impact ici sur l'onde P300. Et là, je vais vous comparer, j'ai fait exactement la même tâche chez les jeunes et vieillissants pour vous montrer l'effet de l'or, c'est quoi. Donc, j'amène ici le curseur, vous allez voir. Ça, c'est le niveau de l'amplitude de l'onde que vous voyez chez les jeunes athlètes qui n'avaient jamais subi de commotion cérébrale, en plein dans leur sport universitaire. Donc, une grande différence au niveau de l'amplitude de l'onde versus nos anciens athlètes. La différence, c'est vraiment ça. Et lorsqu'on additionnait ici l'impact ensuite d'avoir eu des commotions cérébrales 40 ans plus tôt, on voit quand même que l'onde de 300 est vraiment diminué. Et maintenant, la question, c'est à savoir pourquoi est-ce que ça fait ça? Bon, on a proposé dans le grand papier qu'on avait publié que la réserve cognitive était diminuée chez les anciens athlètes et qu'on pouvait observer maintenant des impacts au plan fonctionnel. C'est peut-être ça la donnée la plus importante. C'est que vous vous rappelez, jadis, lorsqu'on avait mesuré chez les jeunes athlètes, on se rendait compte que les ondes P300 et P3B n'étaient pas liées à la neuropsie. Vous vous rappelez de ça? Maintenant, ce qu'on montrait,
c'est que la mémoire de reconnaissance dans les tests de mémoire épisodique, ce sont les tests qu'un neuropsy fait passer dans les cas de maladie d'Alzheimer. Le test cardinal, central dans le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer, c'est la mémoire de reconnaissance, où l'on trouvait que la diminution de l'onde P300 était liée à une diminution de la performance de la mémoire de reconnaissance. Okay? Donc, les deux groupes, il y avait une différence significative au niveau des capacités d'inhibition, qui était également liée à une onde plus liée à l'attention, et au niveau de la mémoire de reconnaissance, une diminution significative de la performance, même si ces gens-là étaient encore actifs, on voyait qu'il est en train de s'installer quelque chose un peu dans le cerveau. Donc, une fois qu'on a montré ceci, qu'on a fait la démonstration physiologique de qu'il se passait quelque chose, au plan de neuropsy, il y avait des enjeux. On s'est intéressé maintenant à l'UNF. On est venu tester des cohortes d'anciens athlètes. On s'est intéressé primairement à l'intégrité de la matière blanche. Évidemment, comme je vous ai dit, le cerveau bouge en voie crânienne. Qu'est-ce qui est surtout touché dans le trauma crânien? C'est la matière blanche. On parle de dommages axonal diffus. Donc, chez les jeunes athlètes, c'est un petit peu plus vieux. On remarquait ici, il y avait des petits dommages très discrets post-match qu'on a fait ici. On était sur les lignes de côté juste pour s'amuser. On était sur les lignes de côté. Le gars, il avait une commotion cérébrale, on le prenait par la main, on l'amenait à l'UNF, on le scannait. Et on voyait en acute, on parle de l'intérieur de 2-3 ans, d'une commotion cérébrale, où il y avait des petits changements qui étaient comparés à d'autres athlètes dans le même contexte sportif, mais c'était vraiment très mini. Alors que je vais vous montrer maintenant ce qu'on a trouvé 40 ans plus tard, même rationnel. Et puis important ici qu'on a fait avec une super belle équipe, où qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? On regardait la diffusivité moyenne, où on voyait que les contrôles, là, la diffusivité moyenne avait une diminution par rapport aux commotionnés. Donc, vraiment, la matière blanche était vraiment très, très touchée par rapport à lorsqu'on l'a fait plus jeune. Et là, cette matière blanche-là était vraiment très affectée, surtout dans la région frontale du cerveau, donc très liée au vieillissement. On proposait à l'époque, et on a dit ça de même parce que c'était normal de le dire de même, hein, les régions plus frontales sont affectées en matière blanche, c'est lié à un vieillissement prématuré du cerveau. Mais là, j'ai d'autres preuves. Évidemment, en analyse satisfactionnelle, un peu la même chose. On voyait des grandes différences entre un groupe d'anciens athlètes non commotionnés avec un groupe d'anciens athlètes commotionnés. Mais ce qui est plus important pour un neuropsy, probablement pour donner un peu de valeur à ce qu'on faisait, c'est qu'on venait corréler. Ce que vous voyez ici en bleu et en rouge sont des régions où la matière blanche est affectée et qui corrèlent avec la performance au test de mémoire épisodique. Donc, en soi, si ces régions-là qui ont une différence au plan de la diffusivité moyenne, excusez-moi, on trouvait également une différence au plan des résultats au test neuropsychologique. Chose qui est importante aussi pour moi, c'est de démontrer qu'il y avait quelque chose d'assez spatialement spécifique. Donc, à quelque part, on étudiait l'apprentissage moteur, qui est très, très dépendante avec Julien Doyon à l'époque, qui était très dépendante de M1, du contexte primaire moteur. Et on voulait voir ici, est-ce que la matière blanche va être affectée dans la région M1 versus toutes les autres régions du cerveau. Et est-ce que ça va corréler avec l'absence d'apprentissage chez les anciens athlètes? Évidemment, pour vous dire l'étendue de 90 papiers qu'on a fait sur l'affaire. Mais je peux vous dire que l'apprentissage moteur est affecté chez les anciens athlètes et qu'on voit une corrélation avec les atteintes de matière blanche spécifiques à l'AMA, comme vous voyez ici en jaune. Ce qu'il en est de la matière grise maintenant chez les anciens athlètes, on a fait toutes sortes d'analyses. Une des plus importantes, ça a été la volumétrie des ventricules latéraux, où ce qu'on voyait, c'était un élargissement des ventricules latéraux chez les anciens athlètes. Encore une fois, qui allait très bien, qui était encore dentiste, encore médecin. Et on voyait également un amincissement, ça c'est le cortical thickness, toutes les régions que vous voyez en bleu ici, un amincissement cortical dans les régions que vous voyez, qui venait corréler très fort avec les tests de mémoire épisodique en delayed recall, en rappel différé. Donc, en soi, des corrélations de l'ordre de 0,6 jusqu'à 0,8 quand même. C'est assez surprenant. Moi, je ne croyais pas tant mes étudiants. On aurait fait indépendamment les analyses et on arrivait exactement au même constat. Comme quoi, avoir des commotions cérébrales dans la vingtaine, ce n'est pas sans conséquences. Ça va avoir des conséquences, surtout lorsqu'on va vieillir beaucoup plus tard. Car on est tout un pan de la littérature à se développer. Ensuite, évidemment, montrer l'existence d'une démence qui est très liée aux commotions cérébrales.
qui a fait l'objet du film Concussion, peut-être que vous avez suivi, le fameux CTI, l'encéphalopathie chronique traumatique, qui a été démontré plus tard, très, très lié à la pathologie de taux. Donc, au-delà de ces 15 années de recherche, où on a ramassé énormément de données, on s'est allié avec Yasser Medina, pendant plusieurs années, vous connaissez, pour essayer d'aller faire des analyses de machine learning, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui, dans tout ça, peut être le plus prédicteur d'une commotion cérébrale. Essentiellement, ce qu'on faisait au modèle, on lui fournissait toutes les données qu'on avait jamais ramassées. On a plein de données de spectroscopie, que je n'ai pas parlé, mais qui sont vraiment intéressantes. Données génétiques, behaviorales, tout ça. Puis on va aller voir. Tout ce qu'on disait au modèle, c'est ce cerveau-ci a eu une commotion cérébrale, celui-ci n'en a pas eu. Sors-moi les features qui sont les plus intéressantes selon cela. Et ce qui ressortait de façon très forte, c'est que c'était vraiment la diffusivité, la connectivité du DWI, mais également de la diffusion elle-même, qui était très, très importante pour la prédiction de ce cerveau avait eu des commotions cérébrales 40 ans plus tôt. Okay? Et lorsqu'on choisissait les 6 meilleures features, ici, on obtenait vraiment un niveau d'accuracy de l'ordre de 90 donc 93 de spécificité et 87 de sensibilité, ce qui est énorme. Pour nous, dans le domaine, vous avez probablement vu les lawsuits, les poursuites contre la NFL. La NFL, les joueurs ont fait contre la NFL plutôt, se sont soldés par un montant de 760 millions de dollars, où les athlètes ont gagné, et les recours, comme quoi c'est un rhumatologue qui évaluait les commotions cérébrales à l'époque. Puis pour montrer qu'il y avait eu ces gens-là des commotions cérébrales ou non, mais ça prend des tests pour le faire, 40 ans plus tôt. Donc, ceci est particulièrement utile pour démontrer est-ce qu'on a eu des commotions cérébrales dans le temps ou non. Donc, évidemment, on est à 90 c'est pas parfait, mais c'est pas mal mieux que le PIF ou rien pantoute. Et l'autre chose qui est intéressant à dire ici, c'est que les faisceaux de matière blanche qui sont affectés, des faisceaux qui sont assez que jamais un radiologiste se serait intéressé. Ce n'est pas le corps calleux, là, ici. Ce sont des faisceaux assez discrets dans le cerveau. Essentiellement, ce que ça dit, c'est que ces 6 faisceaux-là sont à peu près toujours touchés chez les anciens athlètes qui ont subi des commotions cérébrales. Ils sont jamais touchés, ou à peu près, chez les anciens athlètes qui n'ont pas subi de commotion cérébrale, mais qui ont le même âge. Ils ne sont pas pariés, ces gars-là, pour l'âge. Ce qu'on a bien fait dans toutes ces études-là, ça a été d'apparier pour tous les facteurs autres que l'événement de la commotion cérébrale dans le passé. Voilà. Évidemment, il faut raffiner le modèle. On ne peut pas arriver à un résultat comme ceci sans arriver à une validation, évidemment. Entre autres, on travaille dans le laboratoire, on a eu plusieurs RSE au cours des dernières années pour étudier le résultat en tête, également, une somme positron, où on ajoute la protéine tau à l'intérieur. Est-ce qu'on peut évaluer avec un échantillon équivalent pour obtenir les mêmes résultats, les mêmes prédicteurs, les mêmes faisceaux? C'est ce qu'on est en train de faire au laboratoire, mais avec un échantillon plus large. On peut étudier également d'autres tauopathies, donc la démence frontotemporale notamment, qui pourrait être intéressante, comparer est-ce que les mêmes faisceaux peuvent être touchés, la maladie d'Alzheimer, évidemment, les MCI, c'est des choses qu'on est en train de faire au laboratoire, mais qui prennent beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut raffiner le modèle également en ajoutant nos données de protéines tau dans le modèle? Parce qu'on se rend compte que c'est une composante très, très importante de la démence par encéphalopathie chronique traumatique. Également, les marqueurs, je ne sais pas si vous connaissez un peu, de TSPO, donc des marqueurs inflammatoires au cerveau. Le gros problème, c'est qu'il y a à peu près 30 des patients qui n'ont aucune affinité en cette raison génétique. Okay? Donc, ça a quand même ses limites, là, les marqueurs inflammatoires en tête. Pour vous montrer un peu les données maintenant de pathophysiologie chronique avec la protéine tau faite par tomographie par émission de positron, on peut voir ici que le pattern de déposition de la protéine tau est vraiment très distinct de celui de la maladie d'Alzheimer. Donc, on va le trouver surtout dans le système limbique. Donc, l'amygdale, il va être touché. Il va avoir une distribution également qui va être un peu plus répartie dans le cerveau. Chez nos MTBI, ça c'est Mild Traumatic Brain Injuries, vous pouvez voir ici. Donc, évidemment, nos patients qui ont des encéphalopathies chroniques traumatiques, c'est des patients qui ont des gros problèmes de comportement. C'est qui ont une grande suicidalité, dont les principaux composantes, ce n'est pas tant la mémoire, mais c'est davantage des problèmes vraiment de gambling, ils vont tout perdre. Avez-vous vu le film Concussion avec Will Smith à l'époque? Ouais, on voit Mike Webster, qui est le premier cas avéré qui a été étudié en post-mortem, où on a vu vraiment une atteinte
chez lui, au comportemental, il a tout gaspillé les millions qu'il avait fait dans sa vie, en très, très, très peu de temps, et s'est finalement suicidé au bout de ça. Des cas comme ceux-ci, maintenant, on en a 250 cerveaux qui sont distribués aux États-Unis avec le Canada, auquel on participe également, pour essayer de comprendre cette pathologie-là. Il y a beaucoup de gars au hockey, je ne sais pas si vous connaissez, très, très jeunes, qui se sont suicidés. On a maintenant 5 cas de suicide avérés qui avaient des CTE. Le plus jeune cas également de cette démence CTE, c'est un homme qui avait 19 ans, donc où la protéine tau était accumulée dans le cerveau, qui avait eu plusieurs commotions cérébrales à travers des sports comme de combat, la boxe. Donc, il s'est enlevé la vie, qui avait donné son cerveau à la recherche et qui avait une taupathie très avancée pour son âge, malheureusement. Donc, c'est très différent de la maladie d'Alzheimer, ça se déclare beaucoup plus jeune. Nos athlètes, nos joueurs de football, grande étude dans JAMA qui a été publiée dans les derniers mois, qui montraient que nos athlètes qui avaient joué longtemps au football, donc qui avaient accumulé des centaines de milliers de fois à la tête, leur espérance de vie était quand même 17 ans plus courte que l'espérance de vie normale comme nous tous ici. Là. Et pour toutes sortes de problèmes cardiovasculaires, mais également de santé mentale. Donc, si on compare ici, super belle étude qui a été faite, où on comparait en rouge des patients Alzheimer's versus les patients verts qui étaient des commotionnés versus les bleus qui étaient des contrôles. Ce que vous voyez ici, dans l'aspect tridimensionnel, c'est que vous voyez une atteinte beaucoup plus de l'amygdale chez nos commotionnés en vert. Et en rouge ici, si vous regardez, vous voyez les patients Alzheimer sont typiquement affectés dans les régions latérales temporales, donc hippocampe, tel qu'on l'attend un petit peu plus. Donc, 2 pathologies très distinctes qui ont été démontrées au cours des dernières années. Et content de démontrer encore une fois, on travaille avec Sylvia Villeneuve, avec plusieurs patients qu'on suit en TEP, qu'on a testé de tout bord, tout côté au cours des dernières années pour comprendre ce qui se passe. Lorsqu'on regarde en post-mortem, il y a des belles études qui ont été faites où les gens ont donné leur cerveau, se sont enlevés la vie, mais qui avaient passé un test avant. On voit une belle correspondance avec la déposition des protéines tau et ce qu'on va observer à la TEP, l'affinité, évidemment, pour le marqueur de protéines tau. Pour ce qui est de la neuroinflammation, maintenant, lorsqu'un athlète joue longtemps au football, il y a une augmentation inflammatoire, le fardeau inflammatoire est très important. Et malheureusement, ce qu'on observe chez les anciens athlètes footballeurs, c'est que ce fardeau inflammatoire-là, il ne s'en va pas. 7 ans après l'arrêt de la carrière, le fardeau inflammatoire n'a pas diminué, en fait, il a même un peu augmenté. Donc, Healthy Control, ici, typique de 66 ans, versus un ancien joueur de la NFL de 66 ans. On voit que le génotype, c'est pour la raison que je vous ai parlé tantôt, là, avec le marqueur TSPO. On voit vraiment une augmentation incroyable du burden inflammatoire dans le cerveau qui est très, très lié maintenant plusieurs types de démence sont observés. Donc, ce qu'on s'intéresse beaucoup au laboratoire, puis ce pourquoi vous avez été fantastique ici à l'UNF, qui nous a permis de faire des découvertes importantes au cours des dernières années, ça nous a permis de comprendre un peu l'effet des coups à la tête. Il y a une donnée qui m'énerve beaucoup dans la littérature, m'énerve au plan pour mes collègues sportifs qui ont eu plusieurs coups à la tête. C'est le fait qu'on se rend compte qu'il y a des cas de CTE, d'encéphalopathie chronique traumatique, qui n'ont jamais subi de commotion cérébrale. Ce que ça nous dit, c'est que l'accumulation de coups sous-commotionnels devient un enjeu majeur pour les atteintes du cerveau, du moins en vieillissant. Donc, à quelque part, pour s'intéresser aux effets du sport, simplement pratiquer un sport chez des athlètes qui n'ont jamais subi de commotion cérébrale. 3 groupes, des athlètes qui jouaient dans des sports de contact, qui n'ont jamais subi de commotion cérébrale, mais des milliers et des milliers de coups. Des athlètes ne pratiquant pas un sport de contact, mais qui sont des athlètes, et des non-athlètes. Ce qu'on observait ici en DWI, on avait segmenté, premièrement, le corps calleux en six sections. Ce qu'on a démontré, c'est qu'il y avait une diminution du bienfait de faire du sport sur la condition physique. Donc, typiquement, on va avoir à l'anisotropie fractionnelle des résultats qui sont intéressants pour les gens qui font du sport. Donc, ça a un impact bénéfique, alors que ce que vous voyez ici en plus pâle ici, donc le 3e niveau dans ça c'est les 6 sections du corps calleux, on va voir vraiment une diminution, particulièrement ici dans la 2e section du corps calleux, en partant de l'antérieur, une diminution de l'anisotropie fonctionnelle qui est en dessous même des gens qui ne font pas de sport. Par rapport ici,
aux gens qui font du sport, mais qui ne pratiquent pas des sports de contact. Okay? Donc, c'est une donnée quand même qui est importante. On voit également des données en SWI, donc en Susceptibility Weighted Imaging. On va voir des résultats où on voit des changements de la microvasculature qu'on s'intéresse et qu'on devrait faire quelques publications dans les dernières années sur ces données-là également. Pourtant, j'ai des athlètes qui n'ont jamais suivi de convention cérébrale, qui ont juste pratiqué le sport. On les prend du match de football, on les amène dans le scan ici à l'UNF, puis on est capable de voir qu'il y a du sang dans le cerveau qui se prépare chez les athlètes. Et évidemment, par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce sang-là, la quantité de sang va être corrélée avec la force du plus gros impact qui a été subi pendant le match. Donc, un athlète qui joue dans le match, qui subit un coup de 40G, 60G, 90G dans le match, va saigner plus dans son cerveau que celui qui a eu un coup de 30G. Celui qui a eu des coups de 20G, on ne voit jamais de sang. Donc, on ne saigne pas toutes les fois qu'on joue au football, c'est ça que je dis, mais il y a quand même un ébranlement de tout ce qui est de la vasculature lorsqu'on a des coups puissants à la tête. Et ça semble vrai pour tout le monde. Donc, plus ou moins de génétique. Nos vaisseaux, au plan cérébrovasculaire, il y a des limites aux forces qu'on peut appliquer au plan cérébrovasculaire avant qu'il y ait des ruptures, quand même, qui sont petites. Avec des nouvelles techniques qui ont été développées, très, très sensibles au sang, ben, on est capable de la quantifier, cette mesure-là, sans dépendre des organismes. Une étude super intéressante que Samuel Gay a fait au cours des derniers mois. On a comparé chez nos anciens athlètes qui ne vont pas bien, évidemment, ceux qui ont été des bagarreurs au hockey, ceux qui ont subi plein de coups à la tête. Il y a des gens qui vont très mal. On les appelle les PCS. Les PCS, c'est les Post-Concussion Syndrome. C'est des syndromes qui durent toute la vie. Des gens qui ont des problèmes psychiatriques, des gens qui ont des problèmes cognitifs et des gens qui ont souvent des maux de tête chroniques. Donc, c'est des gens qui, en moyenne, ont 45 ans versus des athlètes qui ont eu plein de commotions cérébrales, mais qui n'ont pas de symptômes, qui fonctionnent dans la vie de tous les jours, un peu comme mes anciens athlètes que j'ai étudiés dans le passé, mais qui ont eu néanmoins beaucoup de commotions cérébrales. On a étudié le fameux Brain Age Gap, qui est quand même un modèle assez connu. Je pensais qu'il vous intéresserait ici, là, dans une page géographique. Donc, c'est des gens qui sont appariés autrement pour tous les facteurs. Tu sais, on a vraiment fait un très, très grand effort. À part, vous voyez les scores au MoCA, au BDI, Back Depression, Back Anxiety, et au score de Euler, là, que je vais vous expliquer un peu plus tard. Ce qu'on observe ici, c'est de présenter, ce que vous voyez ici dans les diagrammes, c'est que de présenter, d'être PCS+, donc avoir une panoplie de symptômes psychiatriques, cognitifs et tout ça, augmente le Brain Age Gap. Donc tu es plus vieux que ton âge chronologique, basé sur des données, là, je pense qu'on a pris 11 000 scans dans des répertoires là, qui sont publics. Donc, ça augmente de l'ordre d'à peu près 2 ans l'âge du cerveau. Alors que ceux qui ont subi des commotions cérébrales, mais qui ne sont pas symptomatiques, leur cerveau est moins vieux que leur âge chronologique. Donc, en soi, faire du sport, c'est bon pour le cerveau. Vous êtes surpris? Non, pas en tout. J'essaie de vous convaincre un peu plus. Si on va de l'autre côté, à la droite de la slide, on regarde ici les athlètes qui ont subi entre 1 et 4 commotions cérébrales, ce qui, pour cette cohorte-là, n'est pas beaucoup. Il y en a qui ont 40 commotions cérébrales dans cette cohorte-là. Des bagarreurs donc, au hockey qui se battent à poings nus sur la glace. Il y en a à 20, 30, 40 commotions cérébrales, on en a. On se rend compte que faire du sport, malgré les commotions cérébrales, va diminuer ton âge, l'âge de ton cerveau, de l'ordre de 4 ans. Donc, tu es 4 ans plus jeune que ton âge chronologique. Alors que ceux qui ont subi 5 commotions et plus, donc la vaste majorité, comme vous pouvez voir, sont des PCS+, donc des Post-Concussion Syndrome positifs, ont un vieillissement anormalement rapide du cerveau de l'ordre de 7 ans. OK? Ça, pour vous, qui êtes des experts en vieillissement, c'est pas bien bon. 7 ans, ça fait une grande différence. C'est comme si je vous disais, au lieu de le typical age of onset de l'Alzheimer, au lieu d'être 70 ans, ça devient 63 ans. C'est pas mineur. Donc, en soi, avoir subi 5 commotions cérébrales et plus, ça a un impact majeur sur ta qualité de vie plus tard dans la vie. Et ça, même si tu es PCS moins. Parce que vous pouvez remarquer ici, des points bleus, là, des PCS moins, il y en a là, des gens qui ont subi des commotions cérébrales qui n'ont pas de symptômes, mais malgré tout, leur cerveau vieillit précocement. Okay? Un papier qu'on devrait publier dans les prochains mois ou deux. Basé là-dessus,
on a un nouveau programme de recherche qu'on développe. Tu sais, moi, je suis tanné un peu de regarder, je vais être très honnête, de regarder juste les conséquences des commotions cérébrales sans agir. Je ne peux plus faire ça. Je trouve qu'on connaît maintenant les séquelles, on les a regardées de tous les bords, tous les côtés. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de trouver des facteurs qui vont prédire le risque de subir une commotion cérébrale. Pour ça, il faut que je connaisse la physiologie de la tête en temps réel. Vous avez fait partie de ce projet-là depuis longtemps, où essentiellement, on équipe les athlètes avec des mouthguards pour comprendre les forces qui sont appliquées à leur tête. Et on prend également des vestes dans les wearables, dans des vestes qui permettent de monitoriser leur rythme cardiaque. Et on s'intéresse également à leur sudation. Qu'est-ce qu'il y a dans leur sudation? Évidemment, il va y avoir, je ne suis pas bon là-dessus en français, là, mais la sudation écrine, où on veut mesurer les électrolytes, donc les niveaux de sel. Pourquoi on s'intéresse aux électrolytes? Les électrolytes, premièrement, ont une fonction majeure, mais aussi, ça nous dit, est-ce que l'athlète est déshydraté? Est-ce que l'athlète excrète beaucoup de cortisol? Est-ce que l'athlète mesure? Il y a toutes sortes de mesures qu'on peut prendre. Dans le rythme cardiaque également, c'est très important. Le rythme cardiaque pour un athlète, c'est prédicteur de sa vitesse de course. Donc, en soi, si tu ne récupères pas bien ta vitesse cardiaque après un effort, donc, par exemple, je fais courir, là vous prenez un rythme cardiaque de 190 battements minute, combien ça prend de temps à récupérer ton rythme cardiaque est prédicteur de ta vitesse de course. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Oui, c'est pas mal logique. Donc, est-ce qu'une commotion cérébrale ou un coup à la tête puissant peut affecter l'interaction cœur-cerveau? Juste de même, à la base, si on s'intéresse au fonctionnement du système nerveux autonome sympathique parasympathique, c'était mon hypothèse de base quand j'ai proposé un grand FCI qu'on a obtenu. Vous allez voir un peu les découlants de ça un peu plus tard. Donc, FCI de 6,8 millions. On aura une plateforme IRM portable, Siemens, qu'on est en train de développer avec eux, pour avoir sur les lignes de côté, pour pouvoir s'intéresser à la période que je l'ai dit, très confusionnelle de l'athlète. Vous vous rappelez? Les gross symptoms. On n'a jamais regardé dans la tête d'un cerveau commotionné alors qu'il est super confus. Ce qu'on va faire, c'est évidemment de l'IRM fonctionnel, comprendre qu'est-ce qui cause cette désorganisation de la pensée totale, puis qu'est-ce qui se passe au plan structurel. Et on aura 350 vestes pour équiper les jeunes. Le programme il est avec Myriam Beauchamp. Donc, les tout petits qui jouent au football à partir de 5 ans puis qui se tapochent. Tout l'aspect développemental jusqu'à des équipes professionnelles de rugby, de football, évidemment. On va essayer de comprendre l'interaction cœur-cerveau et regarder les impacts sur la performance de l'athlète. Également, pouvoir comprendre, ça fait 3 ans qu'on fait ça, là. Vous allez voir, là, je vais vous présenter un peu de données. C'est absolument fascinant de voir à quel point l'état physiologique de l'athlète dans la milliseconde qui précède le coup, on a accès à ça, là, réalisé. Dans la seconde qui précède le coup est un bon prédicteur du outcome neurologique du patient. Okay? Comme quoi, si tu es depleted au plan physique, lorsque tu reçois ton coup à la tête, ben, les conséquences pour toi vont être beaucoup plus importantes. Ça, c'est un field de recherche absolument inconnu dans le domaine de la commotion cérébrale. Donc, notre programme de recherche, il n'est pas simple, mais je vais vous le présenter tel quel. Vous voyez, en temps réel, on obtient des résultats, on sait le faire, on le fait depuis plusieurs années maintenant, grâce à votre aide. Ici, en neuroimagerie, vous nous accueillez à toutes sortes d'heures. Hein. Le football, ça a lieu le soir, les vendredis soirs, puis le dimanche après-midi, malheureusement. Mais on obtient donc les rythmes cardiaques en temps réel, les forces appliquées à la tête. On va obtenir maintenant, avec un partenariat avec le DOD, le Department of Defense, des thèmes qui nous permettent de mesurer la quantité des électrolytes du cortisol en temps réel, qui transmet directement toutes les minutes des mesures de cortisol, pour aller voir qu'est-ce qui se passe chez l'athlète. L'athlète reçoit un coup pendant le match, s'en rend même pas compte. Nous, on sait quand le coup est arrivé et on sait l'état physiologique de l'athlète avant et évidemment, tout de suite après le coup. Donc, tout de suite après le coup, on voit, oh, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas que celui de commotion cérébrale, malheureusement, il ne sort pas du jeu, mais on peut voir quelle a été les répercussions au plan physiologique d'avoir eu un coup puissant à la tête à ce moment-là. S'il y a une commotion cérébrale pendant le match, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer l'athlète du jeu, on va prendre du sang, on a un laboratoire dans le camion qui porte l'IRM pour pouvoir prendre des mesures sanguines, des prélèvements sanguins, et pour pouvoir, on va centrifuger, congeler, emmener à Sacré-Cœur, analyser à Sacré-Cœur. Là, on va faire un IRM dans l'état très confusionnel. Et dans les jours qui vont suivre, à l'intérieur de 4 heures, l'athlète va être rendu à Sacré-Cœur ou à Sainte-Justine. S'il est jeune, Sainte-Justine, c'est un athlète à Sacré-Cœur. On va pouvoir faire un IRM plus exhaustif
plein de testing au plan de l'équilibre, plein d'affaires que vous pouvez voir ici. La stabilité de la marche, on a maintenant, avec les FCI, on va avoir tous les équipements pour étudier toutes les conséquences possibles de la commotion cérébrale. Et on va faire un suivi à 72 heures, une semaine, un mois, 6 mois et longitudinalement. L'intérêt d'avoir une plateforme partagée avec Sainte-Justine, c'est qu'on va avoir exactement la même aux deux endroits. Et l'athlète, lorsqu'il va arriver à 17 ans, bien évidemment, il ne peut plus aller à Sainte-Justine, donc il va pouvoir aller à Sacré-Cœur et avoir un suivi continu dans le temps, qui est un grand enjeu dans notre système de santé québécois. C'est qu'il n'y a pas de suivi. Les patients, disons, sont traités pour l'épilepsie à Sainte-Justine, et là, il arrive le transfert, puis ils se retrouvent sans médecin. Mais ça n'arrivera pas au moins pour nos athlètes qu'on va suivre à long terme. Donc, 350 athlètes par année qu'on va suivre, des gens qu'on va essayer de suivre plusieurs années avec les moniteurs en temps réel. Donner une idée de ce qu'on est capable de faire grâce à une équipe extraordinaire. Là, moi, je fais rien là-dedans, à part d'écrire des grants. Mais on a des physiciens, des mathématiciens qui travaillent dans mon labo, qui permettent d'analyser les données en temps réel. Maintenant, on comprend des milliards de data points, on comprend qu'est-ce qui se passe au plan des rythmes cardiaques, la vitesse de course, l'accélération à 100 Hz. On obtient tout ça. On voit, lorsque vous voyez ici en bleu, c'est la vitesse de rétablissement du rythme cardiaque quand on n'a pas subi un coup de 40G. Donc, un match assez smooth, assez relax. OK, vous me suivez? Donc, la vitesse de rétablissement à l'intérieur de 50 secondes, un athlète qui est en forme, je m'attends à ce que son cœur parte de 190 et descende à 120. Donc, autrement, il n'est pas en forme. OK? Ce qu'on voit en rouge ici, c'est que subi un coup de 40G. Bon, on voit que c'est assez flat comme rétablissement. Vous voyez, ça part de, mettons, 160 battements minutes. Et 100 secondes plus tard, on est encore à 140 battements minutes. Donc, ça, c'est pas normal. OK? À l'intérieur d'un match, on l'analyse avec de toutes sortes de façons. Données que je vais vous montrer de rythme cardiaque, puis vous allez voir comment l'imagerie va venir s'impliquer à tout ça. Où on se rend compte, c'est quand un athlète, ça c'est sur des centaines de séquences de jeu, où les athlètes subissent pas de coup à la tête. Donc, on voit que le rythme de rétablissement cardiaque, ça, vous voyez, c'est le delta heart rate par seconde, est quand même rapide. Alors que si tu subis un coup de 30G, de 40G ou de plus de 40G, on voit que la vitesse de récupération du cœur est vraiment plus lente. Impact fonctionnel pour l'athlète est gigantesque. Ça fait que l'athlète devient lent, reste sur le terrain. Qu'est-ce qui fait quand on est lent et qu'on joue au football, vous pensez? On se fait assommer. Notamment, c'est ça, on devient une cible. On peut penser au hockey, c'est encore plus un fast-pace. C'est pas bon. Donc, tu es là, tu es lent, dorénavant, tu as 20% moins de vitesse. Le prochain papier qu'on va faire, ça va être l'association entre le rythme cardiaque et la vitesse et l'accélération. Si tu n'es pas capable d'accélérer dans un coin au hockey, tu es mort. Croyez-moi, j'ai joué au hockey toute ma vie, jusqu'à 20 ans. Puis quand même, ça a été... il faut que tu aies la milliseconde que tu perds en étant plus lent, en étant pas assez en forme. Donc, l'athlète devient une proie facile, c'est qu'il augmente son risque de subir des commotions cérébrales. Également, il y a un risque cardiovasculaire qui est lié à ça. Ton cœur ne récupère pas, tu en demandes plus. Imaginez, tu as des séquences de football. Je ne connaissais peut-être pas le football, mais je vais expliquer le contexte. Le football, tu peux rester sur le terrain pendant 8 minutes consécutives, 10 minutes consécutives. Parce que, mettons que tu te fais dominer défensivement, tu restes sur le terrain, tu subis un coup très fort la première séquence, et là, ton cœur monte à 190, il ne diminue pas. En plus, il pèse 300 livres, ces gars-là, vous réalisez. Donc, ils ont du cholestérol à 27 ans, ils ont toutes sortes de problèmes cardiovasculaires. Et tu restes donc pendant 8 minutes, ton rythme cardiaque est super élevé. Ce qu'on s'est rendu compte dans la NFL, je ne dis pas ça pour rien, c'est que les gens ont des problèmes cardiaques de façon exponentielle chez les anciens joueurs qui pesaient 275 livres et plus, donc 130 kilos et plus. Papier publié en JAMA. Donc, on va bien comprendre maintenant l'interaction entre le système nerveux sympathique qui s'active ici. Je reçois un coup de 30G, on se rend compte, avec le cortisol qui augmente aussi, c'est qu'il y a une activation du système nerveux sympathique qui fait que vous vous battez, mais qu'est-ce qui arrive avec le système nerveux sympathique? Est-ce qu'il peut toffer longtemps? Vous savez que non. Donc, après quelques minutes, le système nerveux sympathique va lâcher prise et le système parasympathique va s'installer. L'impact de ça, c'est que tu ne seras aucunement performant. Actuellement, les athlètes continuent parce que c'est leur position dans le match. Je dois rester là pour assurer ma position, mais deviens moins performant.
ce qui nuit à l'équipe, mais ce qui nuit à sa santé également. On peut penser que ça cause un stress très, très important sur le cœur d'avoir un battement cardiaque trop élevé trop longtemps. Ces gens-là survivent essentiellement parce qu'ils sont dans la vingtaine. Donc, ce qui nous intéresse, quel est l'impact des coups répétitifs à la tête sur la vulnérabilité aux commotions cérébrales, au plan à la fois de l'intégrité cérébrale fonctionnelle et structurelle. On a plein de données, on va en ajouter beaucoup au cours des prochaines années, faire une super, super étude. Le rationnel de l'IRM portable, comme je l'ai dit, on va étudier la période de confusion grossière chez l'athlète qui dure seulement quelques minutes. Et est-ce que l'état également va avoir des facteurs de prédiction? Est-ce que l'état ultra aigu qu'on va mesurer au plan de la physiologie, mais également de l'IRM, peut prédire le risque de post-concussion syndrome, également les risques de séquelles structurelles des décennies plus tard, et également l'apparition des problèmes cognitifs. Pour ce beau projet-là, je prends 10% de crédit, puis je vais laisser ça à tous mes étudiants, collaborateurs qui font partie de ceci. C'est vraiment la recherche intersectorielle qu'on fait au labo avec des ingénieurs, des physiciens, des mathématiciens. Je ne serais jamais capable de faire tout ça tout seul. Alors, je tiens à les remercier chaleureusement. Merci beaucoup de votre attention. Wow. Ah oui, excuse-moi. Alors, j'ai M'excuse par avance, je suis arrivée en retard, donc ça se peut que ma question est un peu. Mais j'ai compris à un moment donné, j'ai pas voulu t'interrompre, mais tu faisais une dissociation entre les impacts pendant deux versus les commotions cérébrales. Tu mesurais, il y avait quand même des niveaux de sensibilité aux impacts. Dans le contexte, il n'y avait pas de commotion cérébrale. Comment est-ce qu'on interprète ça? Y a-t-il un danger imminent? Parce que tu mesures quelque chose, c'est parce que la sensibilité du test de commotion n'est pas assez élevée. Le fait, c'est que la cascade neurométabolique, ce qu'on montre, puis on l'a démontré, je ne peux pas tout vous montrer ce qu'on fait, là, mais on l'a démontré par PMS, c'est que par PMS, ça nous permet de mesurer comment le débalancement du glutamate GABA. Okay? On a un papier qu'on a publié qui démontre que c'est un coup de 40G. La réponse glutamatérgique est très, très élevée à la suite de ça. Ça crée une désinhibition corticale. On pense que c'est lié au fait que la cascade neurométabolique liée à la commotion est activée par un coup de 30G ou de 40G. Ce que ça crée, c'est que les séquelles, là, dans le fond, le mécanisme secondaire, là, ça, là, tu l'as manqué, je pense. Le mécanisme secondaire de la blessure, qui est un mécanisme chimique qui est activé dans tous les coups de 30G ou 40G. De sorte que la commotion cérébrale ne prédit absolument rien. Okay? La commotion cérébrale, c'est juste une démonstration de symptômes cognitifs, mais en soi, les couches commotionnelles, s'ils activent la cascade neurométabolique, à cause du dommage de cerveau. Donc, en soi, en spectroscopie, par exemple, magnétique, ce qu'on fait également, on étudie le glutamate GABA, les relations glutamate GABA, puis également le myoinositol, qui est une mesure un peu surrogate de neuroinflammation. On se rend compte qu'il y a un burden inflammatoire, donc un fardeau inflammatoire qui augmente au cours d'une saison de football. Chez des gens, on était assez débiles, on a pris, comme grâce à vous, on a pris 10 mesures d'IRM à l'intérieur d'un match, d'une saison de football. Ça, c'est des données qui sont très dures à analyser, mais c'est une mine d'or pour nous, où on comprend les changements match en match dans le cerveau de l'athlète. Donc, on pense que c'est vraiment le burden inflammatoire combiné avec l'étirement des axones qui cause du dommage, qui s'en va jamais parce que l'athlète perpétue le match de football pendant 10, 15, 20 ans s'il est professionnel. Donc, en soi, la commotion cérébrale veut à peu près rien dire. C'est vraiment la somme des coûts. Exact, il n'y a pas de symptômes. Ouais. C'est pas la courbe de retour parfaitement normale, non. Il dit qu'il y a un burden. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'on fait déjà quelque chose au labo ici, mais ça concerne moins, mais encore, je vais le dire quand même. Là. On développe un médicament intranasal dans mon laboratoire qui est déjà rendu au niveau, on a fini les études animales. Pourquoi intranasal? C'est que la vitesse d'action des médicaments intranasal, c'est à l'intérieur de 2 minutes. Okay? Donc, on va arriver sur le terrain, l'athlète est dessus. Comme ça, on donne un NMDA receptor antagoniste, un antagoniste des récepteurs NMDA, qui va réduire la réponse glutamatérgique. Chez le rat, on
on l'a fait sur des centaines de rats, on casse complètement la cascade neurométabolique. Donc, là, on est rendu avec, probablement vous les connaissez, là, Axelis, on va faire une start-up pour étudier le médicament, l'emmener à un niveau d'une phase 2, de phase 3, et emmener un vrai médicament de la convention cérébrale pour casser la cascade dès le départ. Mais ça, on l'a déjà fait chez le Roth, on l'a publié d'ailleurs 2 fois. Là. Le résultat de base en prophylaxie. Mais les médicaments intranasales sont les droits propriétaires de cette affaire-là. Fait qu'on ne peut pas le publier encore, malheureusement. Oui. Comment façon similaire de commencer à répéter, moins Ouais. comme la différence, les femmes, Vraiment, vraiment. Là, on est pris un peu, en guillemets, avec un FCI qui nous contraint. FCI, on n'a pas la plus grande liberté. Hein. Donc, on doit étudier quand même la population qu'on dit qu'on étudie avec les équipements. Mais ouais, j'avais participé à une chose sur enquête, là, il y a quelques années, sur les femmes violentées, justement. Et ultimement, c'est vraiment ça qui m'intéresse probablement le plus. Des femmes, donc, qui à tous les jours ou à tous les semaines, là, vont recevoir des coups et qui ont des gros impacts cognitifs. Évidemment, il y a le PTSD qui vient tout mélanger l'affaire, mais l'interaction PTSD et trauma chronique, c'est extrêmement intéressant. De l'armée américaine, comme un échantillon incroyable de ça. Mais ouais, on veut aller là. Bon, en fait, je vais finir ma carrière avec ça dans les 10 dernières années de ma carrière. C'est ça. Ouais. L'équipe d'un groupe, c'est l'équipe du sport, c'est la deuxième famille. On connaît les états protecteurs, de protection sociale, notamment en est-ce que tu as l'impression que, bon, autant le volet commotion cérébrale peut être un risque de danger, est-ce que tu penses qu'il y a une partie qui peut quand même être compensée par les effets protecteurs que l'on connaît de cette participation sociale, de cet engagement social? Oui. Je ne sais pas si ça peut penser un peu, mais. Je pense que oui. Le football, pour tous ceux qui ont participé à des sports de contact, ça fait bizarre, malgré tout ce que je connais. Là. Moi, j'ai eu la chance de jouer très haut niveau au hockey très longtemps. Et j'ai eu 2 commotions cérébrales, pas de conséquences, là, que j'ai su arrêter au bon moment. Mais je ne changerai pas ma vie quand même. Donc, je la fais pareil. Je recommanderais quand même à la société encore de faire du sport de contact, mais de façon plus sécuritaire. Ce qu'on fait aussi, on a gagné le NFL Armored Challenge. Donc, on a participé à ça. On a développé un casque. La NFL nous a donné 760 000 quand même, pour développer le meilleur casque possible pour les athlètes. C'est la compagnie Collide qui a été créée à partir de ça. Puis là, ce qu'on va faire, ben, là, vous avez des primeurs aujourd'hui, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer selon la position de l'athlète. OK? Donc, un joueur de ligne, c'est 2 joueurs comme ça qui se rentrent dedans tout le temps en ligne droite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer le padding selon les coups que lui reçoit. Et nous, on connaît tous les coups selon la position de tous les joueurs. Ça fait des années qu'on fait ça. Alors que celui qui est le wide receiver, qui soit le ballon comme ça, court sur le long des lignes de côté, qui se fait toujours taper de côté, lui, le padding va être fait selon sa position. Donc, les joueurs jouent toujours à la même position. S'il joue à droite, le padding va être mieux sur les côtés qu'en frontal, parce qu'on sait que le padding frontal sert à peu près à rien pour lui. Donc, c'est des choses qu'on fait de la médecine personnalisée. On fait des moyens de prévention qui sont personnalisés. Également, ce qu'on crée aussi, grâce à l'IRM qu'on a recueilli, on a recalé la matière blanche, ça c'est Véronique là, avec les gens de l'ETS, comme ça. On a recalé la matière blanche dans des modèles parallèlement finis pour nous permettre de simuler des vraies commotions cérébrales basées sur de la vraie imagerie, avec des vraies données. Donc, on reproduit des matchs de football en laboratoire pour comprendre qu'est-ce qu'on va faire avec la divergence plutôt, des forces pour éviter les régions du cerveau qui sont toujours affectées. Donc, éviter les faisceaux qui sont les plus endommagés
à la suite d'une commotion cérébrale. Donc, le CAS, là, on a le CAS 1.0. Le 2.0, c'est d'emmener des paddings selon le joueur. Puis après, ça va être de créer des paddings qui vont faire diverger les forces loin des régions du cerveau où la matière blanche est affectée. Donc, on a 6-7 ans de travail à faire, puis on va avoir un casque que je pense qui va être optimisé. Selon l'imagerie, c'est l'imagerie qui nous amène à ça. Le modèle par élément fini, ça vaut absolument rien, en fait. C'est zéro prédictif. Quand on met l'imagerie dedans, donc la matière blanche, le niveau de prédiction devient extrêmement agréable. C'est vraiment intéressant. Ils vont coûter cher, or qu'ils soient subventionnés. Ça, c'est l'autre partie advocacy. Je fais beaucoup de parties, malheureusement. Malheureusement, ça prend beaucoup de temps. Mais l'advocacy, ça veut dire on veut protéger les gens, ben, il faut subventionner les casses, aider les parents, parce que les casses sont dispendieux. Ou on peut juste, mettons une équipe de football comme les Carabins. Ces casses-là vont probablement être plus de l'ordre de 2 000 $. Ben, il va falloir qu'on choisisse de payer ces casses-là. Parce qu'évidemment, pas tout le monde qui a accès à ce genre d'argent-là. Donc, il y a du travail supplémentaire que de mettre un casque à 300 $, crac, dans la tête d'un joueur, tu penses que c'est une bonne idée. Ça doit être un peu, je suis désolé. Merci pour cette présentation. Oui. Oui. Parce que, bon, comme probablement de la FA et peut être impacté avec différentes conditions. C'est un exemple. On fait par les gens à Oxford. On a par exemple la FA va diminuer. Là, si c'est le track de général, par exemple, là, la FA va avoir. Dans d'autres situations, il peut y avoir des générations palliatives. Oui. Et là, si on regarde une seule track de données, franchement, là, la FA. Oui. Donc, moi, ma question, c'est comment les métiers dans ce là sont interprétés dépendamment de la région de la commande. Et est-ce qu'en utilisant différentes régions de manière générale, on ne pourrait pas peut-être maximiser Absolument, tu as totalement raison. En fait, on travaille avec Maxime Descoteaux beaucoup en matière blanche parce qu'on se rend compte que c'est vraiment la tractographie versus la DWI qui va être utile. On connaît également les tracts elles-mêmes qui sont les plus susceptibles au déchirement à travers les modèles par élément fini, justement, qu'on est capable de faire. On a un banc d'essai qu'on frappe sur un modèle par élément fini, là, qui a un casque autour de lui. Donc, en soi, il y a du développement de tracts d'analyse. On doit pousser plus loin. Je vous ai montré, c'est vraiment le point de départ, mais on doit vraiment aller plus loin pour mieux comprendre les interactions avec les métriques elles-mêmes qui, on sait que c'est imparfait, mais en soi, tout ce qu'on fait, c'est à group level, c'est quand même. On ne regarde pas ça individuellement. Est-ce qu'on ira jusqu'à se prendre individuellement? Moi, je pense que dans 2 ans, c'est là qu'on va être. Ce que je peux te dire. Grâce au Mapcard, on sait que l'athlète en question qui a eu un coup puissant a reçu un coup comme ça à la tête. Donc, ça nous dit, on sait non seulement l'accélération du cerveau, mais on sait la force de rotation qui a été appliquée. Puis on sait les points de contact basés sur le Mapcard, les données de Mapcard qu'on obtient. Donc, est-ce qu'on va pouvoir regarder les tracts qui sont, puis les métriques appropriées selon le mouvement? Tu vois, lorsqu'on parle de croisement comme ça, si j'applique une force sur un croisement comme ceci, comment est-ce ça va affecter la mesure d'effort avec un croisement comme ça? On est dans l'individualisation, probablement plus du ML, de machine learning pour nous aider. Déchirement, cisaillement aussi. Oui, exact. En plein ça. En plein ça. Puis il y a également l'étirement aussi. Oui, ça fait pertinent. Très pertinent. Actuellement, on ne sait pas le faire, donc ça prend des gens comme vous là, pour nous aider à aller un peu plus loin. Pas parfait ce qu'on fait, mais tranquillement, on avance. Ben, certainement, ça fait vraiment plaisir, en fait.
Ouais, je suis désolé. Oui. Oui. Est-ce que je peux poser une question? Oui, OK, je vous entends à peine. Je ne sais pas si c'est correct. C'est correct? Ouais. C'est un oui, ça? OK. Juste un instant, s'il vous plaît. Je réponds à une autre question, ça ne sera pas long. OK. C'est oui pour moi? Oui, Gabi. Après une autre personne. Je ne sais pas si je peux parler ou non. Mais après une autre personne. La question est excellente. En fait, on l'a fait. Hein. On a démontré des modifications de la mémoire épisodique avec les ondes T300P, là, les plus tardives qui sont liées à la mémoire. On a démontré également la T3A qui est plus attentive, attentionnelle, avec les capacités d'inhibition des athlètes en temps réel. Donc oui, il y a un corrélat, mais seulement chez les personnes plus âgées. On a également fait, on a fait beaucoup d'EEG quand même. Là. On a fait des analyses où l'alpha est très altéré chez nos commotionnés au détriment du delta. Donc, ce qu'on va voir, le theta, c'est ce que j'ai. Ouais, c'est donc, on voit dans le ratio θ-alpha une augmentation du θ, au détriment d'alpha. Donc, même en TDCS, on a stimulé également en alpha pour augmenter, puis on se rendait compte que ça a amélioré le fonctionnement cognitif aussi. Donc, c'est des choses qui, c'est la première chose que j'ai faite dans la vie, là, dans mon doctorat avec Maryse Lassonde. Et je vais continuer, on continue d'en faire beaucoup au laboratoire. Là. C'est vrai. Oui, oui. Excuse-moi. Ben oui, moi aussi, tout le temps, je suis désolé. Mais on peut quand même prendre une question. Ben oui, ben oui. Vas-y, Caroline. Non, Caroline. Je ne vous vois pas, mais je vais vous écouter. OK, merci. Tantôt, Nathalie, elle a apporté un peu mon sujet de recherche, là, que je travaille sur les femmes victimes de violences conjugales qui ont subi un TCC. Et ma question, c'est à savoir, dans vos données, vu que c'est surtout des cerveaux d'hommes principalement que vous avez étudiés, les effets à long terme que vous mentionnez, si je prends juste comme les gros morceaux, là, comme vieillissement du cerveau, plus rapide après 5 commotions, de l'ordre de 7 ans, plus de risque de MCI. Est-ce que c'est des généralisations que vous pensez qu'on peut faire dans un contexte de cerveau de femme, contexte de violence conjugale, ou est-ce qu'il y a des limites qu'on devrait penser par rapport à la généralisation dans un contexte qui est non-sport, coûts différents? Est-ce qu'il y a des limites qu'on devrait réfléchir dans la généralisation de vos données? Dans le contexte des femmes violentées, je pense qu'il va y avoir d'importantes ressemblances, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de coups, dépendamment là, de l'ampleur de la violence, évidemment. Là. Mais je pense que ça généralise. Lorsque la violence est répétée, oui, en fait, totalement. Lorsque la violence a été un ou deux événements, puis bon, tant regrettable que ça soit, là, malheureusement, ça va être moins impactant sur la santé du cerveau, évidemment. C'est vraiment l'accumulation des coups. C'est ce qu'on observe qui est très délétère là, pour la santé du cerveau. Donc, en soi, oui, oui, absolument, ça serait applicable dans le contexte des femmes violentées. OK. Puis le fait cerveau-homme, cerveau-femme, il n'y a pas Ah oui, grand... ben, les femmes, en fait, sont plus sensibles, ont plus d'impact des commotions cérébrales. Donc, on se rend compte, on étudie ça beaucoup au labo aussi en animal, ce labo aussi en tout un bras animal, où on regarde les effets du cycle menstruel. Donc, d'avoir un coup dans la phase lutéale versus la phase folliculaire a un impact très différent sur l'outcome de la commotion cérébrale. Donc, il y a fort à parier que tout est transférable, sinon aggravé par le sexe féminin. aggravé. Fait que ça pourrait être encore des séquelles encore plus Oui, importantes. oui, oui, absolument. C'est assez clairement démontré dans les études de Covacin, mais ça a été démontré une trentaine de fois, je vous dirais, qu'il y a une exacerbation des symptômes.
Merci beaucoup. Ça fait bien. Merci encore, Louis. Merci à Plaisir. tous qui ont participé en ligne et en personne. Et puis au plaisir de vous voir au prochain séminaire du centre.